international cooperation, green finance, and monitoring of deforestation. First of these was regulating imported deforestation. That's where the EUDR came from. It came into so basically, yeah, the EUDR is going to come fully into effect, we hope, on the 30th of December this year. It it works by banning the import into the EU of these commodities and products made from them. So that's palm oil, timber, including pulp and paper, soy, coffee, cocoa, and beef and leather, unless the importer can show that these products are deforestation free. So that is not grown on land that was cleared after 2020, or in the case of timber, that's not linked to forest degradation, which essentially means cutting down natural forest and replacing it with plantation forest. Unless they are produced in accordance with relevant local laws. This does not have a cut-off date, so if there were laws broken or there's illegalities, corruption in the production of that product, even if it was prior to 2020, that could still be non-compliant. And finally, they have to be covered by a due diligence statement. This is essentially a document that whereby the importer declares that it has checked that the product is deforestation free and produced in accordance with relevant local laws. So in order to produce that due diligence statement, the company importing the commodity into the EU has to exercise due diligence in line with the EUDR. This has three steps. This statement has to say that there is negligible risk of non-compliance. So that's a key element there, negligible risk. Due diligence comprises three stages. The first is to gather information about the product. So this is what it is, what the quantity is, where it was produced, the company that produced it, and crucially, geolocation of where exactly that product was produced. So for most of the products we're talking about in Cameroon, that would be a geolocated shapefile showing the plot of land where, say, the timber was harvested, or the palm oil, cocoa, coffee was harvested. They then have to conduct a risk assessment to establish what the risk is that this product was non-compliant, and then they have to then mitigate any risk that they have identified. After that, they can then submit a due diligence statement saying, we've gathered the information and we have assessed the risk, mitigated the risk, and concluded that this product is compliant with the EUDR, or there is negligible risk that it is not compliant. Just as an illustration here, the value, this is what the main EUDR relevant commodities being traded from Cameroon to the EU by value. So cocoa is by far the biggest, followed by timber, smaller amounts of rubber and coffee. Now, in order to implement the EUDR, each member state has to assign and staff what's called a competent authority. So that's a government agency that is responsible for checking and enforcing the regulation and checking that companies are following the rules appropriately. In most cases, this would be an agency responsible for, say, food safety. Often there are different agencies responsible for checking timber versus palm oil. And at this point, as we're about under 6 months left until this is fully in effect, most EU member states have a competent authority assigned. And some of these are staffed with a new team that have been hired and trained and are relatively ready to get to work. In others, Italy and Slovakia are one example. There's not been much investment, and the competent authority is not yet well placed to take on this task. There might be very little understanding of the regulation or how to actually go about conducting checks.
And in some cases, Greece, Malta, and Poland, they have not yet even appointed a competent authority. So that is a challenge that particularly EU civil society is facing at the moment. We need to put pressure on on these countries to adequately invest in enforcement of the law. Now, one really important element of the EUDR is that it does have some pretty big teeth. The consequences for non-compliance can be significant. Um, so if a say a company was importing palm oil from land that had been deforested in 2021. The products could be hide market access, so no longer allowed to import and sell those products in the EU, and they could also be fined. The maximum fine is 4% of a company's annual EU-wide turnover. So that is and important to note, it's always the EU company that faces the penalty. This law applies to the EU importers, not necessarily, not the supplier. So that's important to remember. There's also a element of reputational risk here. The European Commission will publish a name and shame list of final judgments. So if a company is found to have been acting in a non-compliant way, this will be publicly known. And this element I'm going to come to in more detail later on, but really important thing for civil society to understand is substantiated concerns. This is written into the text of the regulation, and it allows for anybody, but including civil society organizations anywhere in the world, to submit a concern, which is basically information to indicate that a company has been acting not in a non-compliant way, has been importing potentially non-compliant goods, and the competent authority has to respond to that within 30 days. One thing, unfortunately, despite efforts showing when this regulation was being debated, the regulation does not require companies to then go back and redress or compensate for harm caused by non-compliance. It is just a kind of these penalties that I've laid out so far. Now, at the moment, the EUDR is under attack, even though it's meant to come into effect at the end of December this year. It was originally passed in 2023. Then it was supposed to come into effect in December 2024, but a 1 year delay was agreed at the end of last year, pushing that date back to December this year. So that's when it should be applying to large companies, 30th of December 2025. But in Europe at the moment, some conservative political groups are pushing for it to be delayed and reopened and in their words, simplified, but in effect, this would mean weakening the law, which is something we really do not want to happen. One way that they're seeking to weaken this law is to introduce a no risk category in the benchmarking system, which Indra will explain a little bit further. Essentially, this would mean assigning certain countries where there is supposedly no risk of there being non-compliant goods produced. And those countries would be goods from those countries would be exempt from checks and from the geolocation requirements. This would in effect create a huge loophole where products coming in from those countries are just not being checked. For example, say China was determined to be a no risk country, timber from Cameroon that might be at risk of being non-compliant through illegality or forest degradation could be laundered via that country, so sent to China first and then imported to the EU, despite it being non-compliant, but because it was coming from a no-risk country, that would go basically unaddressed.
there was a vote in the EU Parliament just yesterday, which narrowly passed to support this creation of the no risk category, among other changes. But that is non-binding, so the European Commission does not have to follow that. We'll be observing this process closely, but both Earthsight and Fern will be keeping you posted on these developments. Um, some companies are also pushing for these kind of delays and weakenings. For example, Mondelez, the US company, has pushed for another 12-month delay. But it's really important to note that there's a big pushback against these attempts to weaken the EUDR. So NGOs, we are busy fighting back via articles in the media, open letters, reaching out to companies. Many companies who have invested a lot of money and resources into getting ready to comply with the EUDR are very supportive of it. For example, these major importers here, Olam Agri, Nestle, Ferrero, Danone, and others, have called on the EU to implement the regulation as planned. Okay, I'm going to pass over to Indra. I hope that was a useful a recap for many of you or an introduction for others. And yeah, very happy to address any questions that come up later. Merci beaucoup, Aaron. En fait, on me signale qu'il y a eu quelques problèmes de traduction. Pendant certains moments, la traduction n'était pas là. Donc, toutes nos excuses pour cela. Je peut-être peux répéter que Aaron a expliqué un peu les grandes lignes des obligations des différentes entreprises et aussi nous a éclairé par rapport au fait qu'il y a un pushback où il y a beaucoup de pression sur cette réglementation du côté des parlementaires des partis conservatrices, mais aussi des sociétés, notamment comme Mondelez, une grosse société américaine. Et qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, la société veut remettre encore, postposer encore la mise en œuvre du RDE parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Et les partis conservatrices voudraient aussi créer cette catégorie zéro risque. Et donc, comme Aaron l'a bien expliqué, cela pose pas mal de problèmes ou des questions sur l'efficacité de cette loi et ouvre aussi la porte d'une grande, un grand gap, une grande fenêtre d'illégalité. Parce que si un pays comme la Chine est qualifié comme zéro risque, ça risque qu'il n'y aura pas vraiment de contrôle et que, par exemple, du bois illégal qui passe en Chine, du Cameroun et qui va en Chine, qui est transformé en meuble, ça risque qu'il y a très peu ou zéro contrôle à la fin. Donc, ça risque d'être un problème énorme. Donc, je vais continuer quand même de dire quelque chose sur est-ce que le RDE peut servir comme outil ou levier de changement? Et donc, on pense qu'il y a différentes pistes possibles. Et à la fin, vous pouvez certainement poser des questions. Donc, le prochain slide, please. Aaron, si tu peux passer. Oui, donc pourquoi cette réglementation pourrait être un levier de changement? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de portes d'entrée ou des différentes entrées pour se faire entendre. Et en fait, la première chose, c'est que la réglementation de déforestation exige à ce que des produits produits sans déforestation, zéro deforestation, mais aussi légales, sont mis sur le marché européen. Et donc, il y a toute une question de savoir qu'est-ce qui est légal, quels sont les éléments selon la loi locale, la loi nationale camerounaise, qui constituent cette légalité des produits. Et donc, en ce moment, enfin, vous savez tous qu'il y a eu un processus APV qui a développé des grilles de légalité et qui détermine qu'est-ce que c'est un bois légal, légalement produit et qui peuvent être mis sur le marché européen. Vous savez que l'APV est arrivé avant
les RDE et donc la révision des grilles de légalité pour le bois euh, et pourrait être une porte d'entrée pour la société civile, mais aussi les communautés, de se faire entendre et de contribuer à la définition qu'est-ce qui constitue du bois légal. En plus, pour le cacao, il y a EFI, le European Forest Institute, qui développe aussi une sorte d'analyse ou qui a fait une analyse sur qu'est-ce qui constitue du cacao légal. Pour le moment, il y a une étude disponible sur le site de EFI qui donne un peu le cadre législatif pour le Cameroun et qui définit qu'est-ce que c'est un cacao légal. Je pense que beaucoup d'organisations entre vous ont été invitées à contribuer à cette étude, mais donc, même si vous n'avez pas été impliqué, je pense que c'est très important de lire cette étude et aussi d'approfondir la réflexion et l'analyse pour savoir si cette étude est vraiment complète et ou pourrait être encore enrichie dans le futur. Par rapport au cadre législatif pour les autres commodités, on ne sait pas très bien quelle est la procédure pour définir cette légalité. Par exemple, on ne sait pas quel est le cadre législatif pour l'huile de palme, pour le café, le caoutchouc, etc. Ça, c'est quelque chose encore à développer. Prochaine partie, s'il vous plaît, Aaron. Please, Aaron. Oui. Deuxième entrée pour faire du plaidoyer dans le cadre des RDUE, et donc le levier, c'est de plaidoyer pour un système de traçabilité publique et transformatrice. L'année passée, ensemble avec une série d'organisations, FERN, mais aussi d'autres organisations comme IDEF en Côte d'Ivoire, on fait un briefing qui détermine certains critères pour un système de traçabilité public et transformateur. Et donc pousser à ce que les systèmes de traçabilité sont inclusifs pour les petits producteurs et que ces systèmes rendent les informations accessibles et publiques. Ce sont des pistes de plaidoyer et on a vraiment besoin de la société civile, mais aussi des représentants des coopératives et des petits producteurs pour se faire entendre et assurer à ce que ces systèmes de traçabilité assurent, par exemple, la propriété des données aussi par les petits producteurs. Un troisième volet ou élément qui peut être déterminé comme un levier de changement, c'est en fait le monitoring. En fait, comme Aaron l'a expliqué, la loi détermine les obligations pour les entreprises. Et donc, ils ont des obligations de due diligence ou de diligence raisonnée. Et donc, ils ont l'obligation de rassembler des informations, d'évaluer leurs risques, etc. Mais est-ce qu'ils vont le faire tout dans leur coin? Non, c'est peut-être parce qu'il y a aussi des voies externes comme la société civile qui peuvent les interpeller et qui peuvent aussi essayer d'obtenir plus d'informations, comment ils vont remplir ces obligations et comment ils évaluent le risque. Et par exemple, en cas de problème, par exemple sur la tenure foncière, ils peuvent aussi faire des briefings, etc., pour enrichir et compléter leur évaluation de risque. Donc, il y a une possibilité, grâce au RDUE, c'est aussi de améliorer les dialogues avec ces entreprises. Prochaine slide. Next slide, please. Oui, les autres. Donc, des inputs proactifs dans l'évaluation de risque faite par les entreprises, mais aussi les entreprises ont l'obligation d'atténuer des risques. Par exemple, s'ils savent que certains petits producteurs en bas de la chaîne d'approvisionnement, là, il y a des risques de déforestation parce qu'ils ne sont pas bien au courant où ils peuvent mettre par exemple, leur champ de cacao, ils ont l'obligation de prendre des mesures atténuantes des risques. C'est un article très clair dans cette réglementation, mais qui est encore très flou. Qu'est-ce que ça veut dire pour le cadre camerounais?
ou dans d'autres pays en Afrique. Et donc ça, c'est une porte d'entrée de manière proactive, mettre déjà en avant qu'est-ce qu'on pense que les sociétés doivent faire pour atténuer les risques. Et je pense que beaucoup de petits producteurs connaissent très bien ce qu'il faut faire et ont des bonnes suggestions, par exemple, pour renforcer leurs capacités, pour aussi les aider à obtenir des titres fonciers, etc. Mais c'est l'obligation très claire d'atténuer les risques des sociétés. Autre slide, please. Next slide. Yes, next slide, please. Yeah. Vous pouvez mettre tout sur la page. Yes. Donc, une autre porte d'entrée, c'est influencer le country benchmarking system. Peut-être vous êtes déjà au courant, mais la loi prévoit qu'il y a des évaluations de risque par les pays, au pays. Et donc, il y a trois catégories, notamment le low risk, donc les pays à faible risque, risque standard, et au risque élevé, les high risk countries. Ces catégories de pays influencent en fait le nombre de contrôles. Donc, même s'il y a un produit, l'huile de palme, qui vient d'une région ou d'un pays à haut risque, il peut être mis sur le marché, mais les autorités compétentes sont encouragées de les contrôler un peu plus que si le produit vient d'un pays de faible catégorie. Et donc, pour le moment, il n'y a que 4 pays qui ont été qualifiés à haut risque. Ce n'est uniquement les pays sanctionnés par les Nations Unies. Et ça a été une forte déception quand même, parce qu'on sait très bien qu'il y a pas mal d'autres pays, comme le Cameroun, où le risque de déforestation est assez élevé, non seulement par rapport à l'agriculture, mais parce qu'il y a d'autres moteurs de déforestation. Par exemple, au Cameroun, il y a aussi la mine, l'infrastructure et autres qui aussi génèrent la déforestation. En ce moment, le Cameroun est qualifié comme standard risk, donc risque standard. Mais en octobre, il y aura la FAO qui va sortir un rapport qui va nous aider sur la déforestation. Et donc, ce rapport de la FAO va guider aussi l'Union européenne pour réévaluer les risques. Et donc, c'est très important pour la société civile et d'autres acteurs de se faire entendre et expliquer pourquoi peut-être le Cameroun est plutôt un pays à haut risque et pas un risque standard. Donc, envoyer et partager des rapports de monitoring de manière proactive avec les acteurs concernés comme la Commission qui décidera sur le benchmarking ainsi que les autorités compétentes, c'est quelque chose qui, dès maintenant, est déjà très utile à faire. Autre slide. Next slide, please. Oui, et donc il y a ce fameux article 30 dans le règlement. Et cet article 30 concerne la coopération avec des autres parties, donc des pays comme le Cameroun. Donc la Commission s'est engagée de soutenir des pays producteurs à mettre en œuvre les RDUE. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, donc merci de fermer, s'il vous plaît. Et donc, des pays européens, enfin, des pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Commission, ils ont mis ensemble des fonds. Donc, en ce moment, il y a 86 millions disponibles pour aider des pays producteurs à se préparer pour la mise en œuvre des RDUE. Et donc, il y a différents programmes dont vous avez peut-être déjà entendu qui soutiennent en fait la préparation du pays pour la RDUE. Il y a notamment l'initiative Cacao durable, que vous connaissez très bien, qui a été lancée et commencée encore avant que la RDU était en vigueur, et donc qui prévoit 13 Cocoa Actions. Donc, en fait, ça contribue à la mise en œuvre du RDE. En plus, il y a des discussions, mais ce n'est pas encore très concret, de développer un accord
d'investissement durable. Et l'Union européenne voudrait négocier un tel accord bilatéral avec le Cameroun. Ils vont commencer à le faire avec le Ghana et la Côte d'Ivoire autour du cacao plus spécifiquement. Mais donc, c'est quelque chose qui va suivre sans doute en 2026 aussi au Cameroun. Et là, c'est aussi une entrée pour la société civile d'exiger un siège autour de la table de ces négociations. En plus, il y a aussi le programme SAFE qui vise à une agriculture plus durable, mais qui absolument s'inscrit aussi à la mise en œuvre du RDE. En ce moment, le programme SAFE se concentre sur le cacao et j'ai mis et le cacao, mais c'est le cacao et le café et soutiennent aussi à fond les petits producteurs. Donc, se faire entendre, partager votre opinion par rapport à ce programme et les orientations et priorités de ce programme, et c'est quelque chose de très important. Lundi prochain, il y aurait un forum cacao et certainement, il y aura certains d'entre vous qui seront invités et donc partager votre vision sur ce qui se passe et les priorités est vraiment très, très important. En plus, il y a CAFI, donc le Central Africa Initiative, Forest Initiative, qui met aussi pas mal d'argent sur la table dans le domaine du cacao-café et qui contribuera aussi sur la mise en œuvre du RDE. Next slide, please. Oui, et l'Union européenne aussi négociera un Forest Partnership avec le Cameroun qui remplacera l'APV et qui concernera le bois légal et sans déforestation, et aussi peut-être d'autres commodités. Mais ça, c'est encore à voir. Et les négociations sont prévues aussi pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi une porte d'entrée. Autre, autre slide, please. Oui, il y a aussi la possibilité de soumettre des substantiated concerns, c'est une sorte de plainte ou une expression de préoccupation prévue par le RDUE. Et donc, c'est la possibilité qui est prévue par chaque personne ou organisation tiers à soumettre des plaintes auprès des autorités compétentes. Et en fait, Aaron va nous éclairer un peu plus là-dessus parce que c'est vraiment un outil très intéressant pour la société civile et les producteurs de guider aussi les autorités compétentes de bien faire leur contrôle, surtout aux entreprises et cargaisons à problème. Et finalement, il y a aussi une disposition dans le texte par rapport à l'accès à la justice. Donc, si l'autorité compétente ne fait rien avec votre plainte, alors vous pouvez aussi avoir accès à la justice d'un État membre et vous pouvez aussi réclamer l'action de cette autorité compétente. Ce qui n'est pas prévu par la loi, c'est en fait une piste de vrai accès à la justice et réparation par les petits producteurs ou tout le monde qui a subi oui, subi des mauvaises choses parce qu'une société leur a fait du mal. Donc, en fait, ça, c'est une très grande faiblesse dans le RDUE. Le dispositif sur l'accès à la justice ne donnera pas droit aux réparations, aux compensations de ceux qui pourraient le réclamer. Donc ça, c'est une grande faiblesse. Et je pense que ai tout dit. Et donc, over to you, Aaron. Merci. Donc, il y a 6 leviers, dont notamment le Substantiated Concerns, et Aaron va continuer à expliquer ce que ça veut dire et comment utiliser ça en pratique. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Can I just check that the English to French translation is working correctly? Yeah, great. So yeah, as Indra said, I'm going to explain a little bit more now about substantiated concerns because this is, as I said, a powerful tool for us as civil society and any member of the public really to use to ensure that the EUDR is doing what it is supposed to do
and limit the EU's contribution to deforestation, forest degradation, and illegalities in producing countries. Um, so, yeah, a substantiated concern is submitted to the EU competent authorities. That's those government agencies that should be assigned in each EU country, sorry, to ensure that the regulation is being implemented effectively. Um, Generally, the more information or detail that we can provide, the better. Um, but it's important to note that realistically, it will be very difficult for civil society to put together a complete picture of a non-compliant supply chain. For example, tracing a product from where it was harvested illegally or on deforested land through all of the companies that it's traded through, all the way to the EU and the importer there. That's would be the best case scenario, but it's unlikely that we would be able to do that very often. Um, we also don't have to prove that a product was imported in violation of the EUDR. A substantiated concern, it's not a conviction. All you have to do is demonstrate evidence that there is non-negligible risk the supply chain has commodities that are linked to illegality or grown on land deforested since 2020. So some things that substantiated concerns do need to be. One is based on objective and verifiable information. So not on rumor, not on something that somebody said, but a claim that you can substantiate, you can provide evidence for why you've reached the conclusion that there is this risk. It needs to be related to non-compliance with the EUDR. So that sounds obvious, but there has to be a supply chain link to the EU for this to be a tool that can be used. And it need the issues that we're talking about have to be either the deforestation or forest degradation since 2020, or illegalities linked to where the product was being produced. There are some limitations here. For example, the legality requirement really does relates to the production of the product, as opposed to, for example, illegalities elsewhere in the supply chain. If there were, yeah, the substantiated concern wouldn't be the right tool to address those. And there has to be a potential for intervention by authorities. Um, One of the a positive element of the EUDR text is that competent authorities have to respond to substantiated concerns. So they have to check the claims that are being made. They have to carry out necessary steps, for example, interviewing the company to establish if these claims are correct, or can they provide any explanation. If appropriate, they have to take measures to halt imports of the products in question while the investigation is underway. And they also have to respond to the submitter within 30 days to explain what they've done and why. So that's great for civil society. It means that we should be able to expect a response from the competent authority that we have submitted this to, rather than months of silence. They also have to keep the identity of the submitter confidential. Of course, in many of these cases, there will be sensitivities, there will be potentially security risks involved in sharing this kind of information about a company. So that's a really important element too. I'm just going to talk a little bit about how we maybe should conceive of a substantiated concern, how we can develop them strategically, and what information we might want to include. So they should be tailored and sent separately to each EU country affected. Say we have an exporter that is selling to 5 different countries in the EU. Rather than sending one substantiated concern to all of these
countries where it's better to tailor each one and send individual substantiated concerns to each of the EU countries affected. That's going to be much more likely to get a decent response. There's no set format for a substantiated concern. There's no form you have to fill in. There's no kind of requirements as to what it should look like or what format we should submit this in. But importantly, it should be clearly labeled. In most cases, it would be an email to an EU authority with the claims that you're making and the evidence to support them attached to that email, and it clearly labeled, for example, a subject heading that is substantiated concern under the EU deforestation regulation. We should include as much detail as we can. For example, details of the illegality involved in the production of the product, the coordinates and the shapefile, if possible, of where the goods were produced. So that would be like an outline of the concession, for example. Name of the exporting company, name of the importing company. As I said earlier, we won't necessarily have all of this information for each case, but this would be what we would like to include if we can. And again, unlikely that we'll always have this information, but important to include, if you can, information on the intermediary supply chain within Cameroon. So if you know there's been non-compliant palm oil grown in one concession, if you then have the information as to what mill purchased that palm oil, who did that mill sent the processed product to, and then who exported it from the country, that's all really important information to include if you have it. So as well as summarizing the non-compliance that you detected, the substantiated concerns should also include the sources and copies of evidence. So that might be satellite images. If you've detected deforestation in a concession, then include a before and after, clearly labeled by date, so you can show that that has happened after December 2020. Supply chain records, say if you have access to shipment records to say that a company was exporting a given product on a given day to the EU, then that should be included as well. You might have government documents that can support the claims that you're making, possibly around illegally produced products. But importantly, as you need to provide these with contexts so that the person receiving it in the EU can understand it as easily as possible. So as well as submitting, say, a permit or maybe a government document, if it's in French, but you're submitting it to a non-French speaking EU country, then make sure that's translated into the relevant language. Or usually English should be okay. If you're saying that a particular law or regulation has been violated, then you need to explain that law. It's unlikely, given that competent authorities will be checking products coming in from all over the world. They're unlikely to be experts in Cameroonian law or laws elsewhere in the region. So you do need to explain these so that the authority can easily understand where the violation has occurred. And also explain what you're producing, what you're supplying, and why it's relevant, so that they're not just kind of faced with an email and 20 different attachments that they don't understand. As I said, it's going to be very hard for us to present a complete case with a full picture of the supply chain from producer to the EU, but we do not need a complete case to submit a substantiated concern. The most important thing is that we're producing relevant and actionable information. We don't have to prove that there is non-compliant products in the supply chain. We just have to show that there is evidence of unmitigated and non-negligible risk. So just as a quick example of what this might look like, a substantiated concern could be a list of oil palm concessions where deforestation has occurred since 2020, including GPS shapefiles and including satellite imagery to show where that deforestation was and that it occurred after 2020.
We don't necessarily have to have traced all of the palm oil from these concessions to particular EU importing companies. We could simply provide the list of the concessions, and then a competent authority could check those locations against the due diligence statements submitted by importers to see if there were any that they had declared as coming from those concessions. Now, ideally, we would provide a lot more detail than that, but this is an example of if you don't have a full picture of the supply chain, the kind of information we could still submit. And one final thought here is the substantiated concern process is really powerful in that it is there's the costs of being found non-compliant are really substantial for companies, and they will want to avoid this. And it also provides a kind of formal lever for us civil society organizations to use. But outside the scope of the EUDR, even the threat of being found non-compliant is potentially very powerful. Companies in the EU do not want to be found to be non-compliant, and they do not want to be included on the name and shame list that I mentioned earlier. So it might be that if in the course of preparing or researching a substantiated concern, you could potentially liaise directly with that company, and they might change their sourcing policies and stop buying from these high risk areas, even before enforcement action from EU authorities. Now, in the case of countries like Italy, Slovakia, and Poland that I mentioned earlier, where the competent authority is not well resourced to actually check and enforce this regulation right now, this kind of tool might be really helpful for us. But we should consider this case by case, depending on our advocacy strategy and tactics, because in some cases, the actual enforcement action by the competent authority will be what is the most powerful lever for us to use. So yes, just something to consider. So I'll just briefly summarize substantiated concerns before we're opening for discussion. Who can submit one? Anyone, anywhere in the world. Most likely it will be civil society organizations, but there's no restriction on who can submit them. Who are they sent to? They're sent to the competent authority of the EU country that is importing the commodity or product. Andrea, you've got your hand up. Aaron, sorry to intervene, but I'm not sure if your presentation is still visible. Since a while, I don't see anything. What do you see? Oh, yeah. Okay, I'm just going to stop screen sharing, and what can you see now? Thank you. We only see you and me and the background of the webinar. That's all. Okay. I do not know whether the technical team can help. Okay. Am I currently screen sharing? No. Okay. Yes. Others are saying that it is It visible. is visible. Okay, good. Then it's only not visible for me. Okay, good. Fair enough. Thank you. Okay. I was It's on the final visible, slide and then Daniel anyway. says no. Apparently not everybody. Please start screen sharing. So it is not visible. Right. Let me It's not visible. try that. Let me try that again. Yes. How about Well, now? it Can you will, see? it will Okay. start. Yeah. So I was on the final slide. Yes. Yes. So to Maybe. summarize, who can submit a substantiated concern? Anybody? Who are they sent to? The competent authority of the EU country importing the commodity or product. Just one point on this. If you have information that you want to submit to the EU and you don't know who to send it to, or you don't have contact details, we're very happy to assist with that. We can easily share kind of suggestions and email addresses. What results can you expect?
there should be an investigation launched and a response from the authority within 30 days, and then possibly the outcomes could include confiscation and fines. That is it. Merci beaucoup. So I will stop sharing again now and he'll hand back to Indra. Thank you so much. Grand merci Aaron pour nous avoir éclairé sur ce que c'est une préoccupation fondée et comment l'établir. Eh ben, collecter des informations du terrain et faire du monitoring de manière super crédible et des investigations bien poussées est vraiment très important pour constituer le dossier. En fait, dans le chat, il y avait déjà toute une série de questions que je voudrais vraiment ramener à la première. Mais avant de passer à ça, on pensait aussi donner encore la parole à Samuel du CED pour partager avec nous comment on voit de quelle manière les sociétés se préparent pour la mise en œuvre du RDE, les grandes entreprises ainsi que les petits producteurs. Samuel, tu es revenu et donc qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Alors, rapidement, on n'a pas fait une enquête détaillée, totale, sur toutes les compagnies, sur toutes les ressources, mais sur la base de l'observation qu'on fait, on peut distinguer trois grandes catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est les petits producteurs, donc producteurs de cacao, petits producteurs d'EVA, petits producteurs de palmier à huile. La deuxième catégorie, c'est les sociétés moyennes. Et la troisième catégorie, c'est les très grandes sociétés. Ce qu'on voit, et parmi les très grandes sociétés, il y a les exportateurs pour le cacao. Ce qu'on voit, c'est que ces très grandes sociétés se préparent. Elles sont les plus informées. C'est celles qui prennent le plus de dispositions en ce moment pour trouver des solutions. Elles ont commencé sur le cacao à mettre en œuvre des mesures pour géolocaliser les plantations, pour commencer à réfléchir sur la légalité, sur les modalités de production. Donc ça, c'est la première catégorie. Est-ce qu'ils réussissent ou pas? Ça, c'est une toute autre histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments de complexité dans le règlement des forestations. La deuxième catégorie, comme je disais, c'est les petites compagnies. Et en ce moment, ce qu'on a observé, c'est que ces petites compagnies ne sont pas toujours au courant de petites et moyennes. Elles ne sont pas toujours au courant des exigences du règlement des forestations de l'Union européenne. Et ça peut être un problème. Je vais citer une compagnie, petite compagnie moyenne française, qui opérait sur 1200 hectares d'EVA et qui n'était pas au courant de l'existence du règlement des forestations et qui a donc déforesté après 2020 en essayant de produire de l'EVA pour l'Europe. Donc, c'était perdu. Et la troisième catégorie, c'est les petits producteurs. Je crois que c'est là qu'on a le moins d'informations sur ce que c'est le règlement des forestations, mais aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et s'il fallait maintenant, en dehors des acteurs, parler des ressources, parler des produits, on aurait le cacao, on aurait l'EVA et le palmier à huile. Pour le palmier à huile, la certitude, c'est que on n'a pas beaucoup ciblé les exportations. On travaille encore pour résorber le déficit. Le Cameroun importe de l'huile de palme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'exporte pas beaucoup. On exporte vraiment très peu, c'est des quantités minimales. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que pour augmenter la production de palmier à huile, on devra nécessairement déforester. Donc, tout agrandissement de plantation de palmier à huile en ce moment se fera aux dépens de la forêt, se fera par de la déforestation. Et il est prévu d'augmenter la production pour résorber le déficit, mais aussi d'augmenter la production pour exporter vers l'Europe. Donc là, c'est un défi qui
qui va se présenter, c'est une question sur laquelle il faudra qu'on soit prêt à travailler. Sur les VA, on a une production des VA relativement importante, mais on a aussi de la demande pour augmenter la production. Et là également, comme les VA et le palmier à huile partagent le même écosystème que la forêt, pour augmenter les superficies, il faudra des fricher. Donc là aussi, c'est une observation à faire. Toute nouvelle plantation des VA se fera nécessairement par de la déforestation. Et troisième chose, c'est le cacao, qui est euh, une ressource importante en ce moment et qui donne lieu à une forte déforestation pour la création de plantations. Et là, la préoccupation est double. Premièrement, cette forte déforestation est faite par des petits producteurs. Donc, ils ne sont pas informés et ils développent des plantations. Et la deuxième préoccupation, c'est que c'est en violation du règlement de déforestation. Donc, c'est des ressources, des produits qui n'iront peut-être pas, enfin, qui ne seront pas éligibles pour aller sur le marché européen. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire. Quand on croise les acteurs et les produits, on voit que les petits producteurs de cacao seront les plus affectés parce qu'ils continuent à déforester. Et on voit que c'est également eux qui seront la cible principale si on veut conduire des actions. On voit que les petits producteurs d'EVA seront les deuxièmes plus affectés parce que tout ce qui est produit comme EVA devra partir à l'exportation. Et les petits producteurs de palmiers à huile, pour le moment, déforestent, c'est sûr, mais travaillent pour le marché local. Donc, ils seront peut-être moins affectés que les deux autres, bien que leur impact sur la forêt sera également présent et important. Et on voit que ceux qui seront le moins affectés, ce seront les grands producteurs de cacao qui sont les mieux informés, même si la difficulté de la mise en conformité va rester un défi pour eux. Voilà en gros ce que je peux dire de ce que nous observons sur le terrain. Merci. Merci. Merci, c'est très utile et très informatif. Je sais que on a aujourd'hui quelques organisations à bord qui aussi observent ce qui se passe sur le terrain et dans quelle mesure les sociétés et les petits producteurs sont prêts à mettre en œuvre ce RDE. Je pense que GDA, Green Development Advocates, Signa Parca, mais aussi CODED, on fait aussi des visites de terrain. Donc, s'il y a un souhait de intervenir et compléter ce que Samuel a dit, vous êtes bien très bienvenus de partager vos observations de terrain maintenant. Aussi, s'il y a d'autres organisations, à vous de lever la main et peut-être compléter ce qui a déjà été dit pour mieux comprendre la réalité. Sentez-vous libre de réagir. Sinon, on va ouvrir un peu le débat et d'abord adresser peut-être toutes les questions qui ont été mises dans le chat. Et donc, je propose qu'on prend ces questions, mais si vous voulez intervenir, levez la main avec le bouton Raise the Hand et puis on viendra vers vous. Notre webinaire aura lieu jusqu'à 1 heure, enfin ici, l'heure de Bruxelles. Donc, on a encore une bonne quarantaine de minutes pour la discussion. La première question que je vois ici, ça concerne en fait si bien savoir qu'est-ce que c'est un cacao légal. C'est une très bonne question, difficile à répondre comme ça tout de suite. Mais la loi, enfin le RDUE, demande de qualifier, d'évaluer ce qui est légal ou pas légal à travers le cadre juridique législatif du pays concerné. Donc, il n'y a pas de solution ou de réponse tout de suite par le règlement, mais c'est dans le pays même d'identifier les lois et les circulaires et les décrets, donc le cadre législatif qui est relevant, qui est pertinent en fait. Et de là,
ça peut servir aux entreprises d'évaluer si la production se fait de manière légale ou pas. Et donc, c'est EFI, le European Forest Institute, qui a fait son étude sur la légalité du cacao. Et donc, ce serait intéressant de regarder de près et de analyser ce que EFI propose. C'est un document déjà disponible sur leur site et peut-être après ce webinaire, on peut partager aussi le lien. Mais je pense que c'est aussi en cours de construction, c'est-à-dire si vous avez des réservations majeures, etc., je pense que Ouais. bon, il y a peut-être Important. une ouverture aussi de débattre de ça avec EFI et avec le gouvernement. En principe, c'est figé ou fixé, mais bon, on découvre et c'est tout un processus. Donc peut-être il y a des gens ici de EFI qui peuvent nous éclairer un peu plus sur ça. Une deuxième question, c'est what are the type of tools that will be used in producer countries? Donc, quels outils peuvent être utilisés dans les pays producteurs, comme le Cameroun, pour faire du monitoring? So, what are the tools to do the investigation of the monitoring and to secure that the products that are coming from the deforestation are coming from... Ah, désolé. Euh, Yes. Et donc, voilà, quels outils est-ce qu'ils sont disponibles? Bon, j'ai répondu le fait qu'il y a le EU Observatory qui aussi rendra accessible aussi les images satellitaires pour observer s'il y a des nouvelles zones de déforestation. Mais beaucoup dépendra aussi des yeux des observateurs indépendants, notamment, et ça repose souvent sur les épaules des organisations non gouvernementales. On sait aussi qu'au Cameroun, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles pour ces moniteurs, ou ces observateurs indépendants. Et ça, c'est justement un plaidoyer à mener pour exiger aussi le soutien qu'il faut pour qu'il y ait de l'observation indépendante, crédible, robuste, qui peut aussi observer ce qui se passe sur le terrain. Mais peut-être les autres veulent aussi intervenir à ce propos. Je ne sais pas, CED ou d'autres organisations qui participent à ces webinaires qui peuvent aussi répondre d'une manière ou une autre à cette question. Non, pas tout de suite. Alors, il y a une autre question sur pourquoi insister tellement sur l'évaluation des risques du Cameroun et le fait que le Cameroun est qualifié comme risque standard, bien que le Gabon est évalué comme un pays à risque faible. Ben, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de pays où la société civile a soulevé des préoccupations par rapport à cette catégorisation. Par exemple, en Indonésie, beaucoup d'organisations ont poussé pour que l'Indonésie soit mise dans la catégorie high risk, donc à risque élevé. Et ils ont exprimé aussi leur déception de trouver l'Indonésie catégorisée comme risque standard. Et donc, effectivement, comment on a évalué ça? Il y a des consultants qui ont développé certains critères et qui doivent aussi continuer à définir quel pays est qualifié comme low risk, risque standard ou risque élevé. Et donc, ils suivent un certain nombre de critères. Mais pour le moment, il n'y a que 4 pays qui sont déterminés pour identifier comme un pays à haut risque. Et donc, le reste, c'est à suivre. Mais vous avez tout à fait raison. Le Gabon, il y a aussi pas mal de moteurs de déforestation qui jouent. Donc, étant donné que ce webinaire se concentre surtout sur le Cameroun, j'ai pris l'exemple du Cameroun.
Mais c'est tout un débat et on peut certainement revenir sur la question. Si quelqu'un a envie d'intervenir sur ça, c'est le moment de lever la main. C'était Bonaventure qui a posé cette question. Euh, la réponse que je vous ai donnée vous satisfait quelque part ou pas? Ok. Je pense qu'on peut passer à l'autre question qui concerne savoir un peu plus sur le coût de l'adaptation et le coût de non-adaptation des producteurs et au règlement. Aux producteurs et les exportateurs. Qu'est-ce qu'ils risquent en termes de sanctions? Donc là, je me dirige vers Aaron parce que les pénalités, the penalties. Can you tell us more about the penalties that the companies risk if they do not respect the regulation? And also maybe address what the smallholders risk, because that is very different from what the companies risk. Over to you. Aaron, can you maybe reply to that question? Sorry, I didn't catch The that. The question, translation was overlapping. yes, the question is, what do the producers, so the smallholders, but also the exporters risk if they do not respect the regulation? And do we have any information about how much the adaptation will cost? Yeah. So yeah, an important point to underline is that this regulation applies to EU companies. So the costs of non-compliance, as discussed in my presentation, are borne by those EU-based companies. If say a company in Cameroon had been selling timber that was non-compliant to an EU company that was importing it without doing adequate due diligence, only that EU company it could be kind of fined, investigated and fined under the EUDR. So yeah, that is the kind of the investigations, the potential fines, the confiscation of goods that I talked about in my presentation only apply to the EU importer. Now, of course, there are potential consequences for the producer, and the main one would be lack of access to the EU market. So if a company can't demonstrate to an EU importer that its products are compliant with the EUDR, there is a chance that that EU company would go elsewhere. So that's a risk, and access to the EU market is a major thing and very important to consider. But the producer or the exporting company can't be fined under the EUDR. And yeah, the question on smallholders is a very important one, and it's a complex issue. So in many cases, there are many smallholders that are producing products that are compliant with the EUDR. It's on land that was either has never been deforested or was deforested way before 2020, and it's all being produced legally. In many cases, the challenges are around data collection and be those producers being able to show that to demonstrate their compliance. So that might mean challenges around producing the permits or to show that it's all legally produced or the various kind of information required under the EUDR. So that is a very important thing that we've all been looking at very closely. Often it's the case of the producer country authorities supported by the EU need to be proactively engaging with smallholders and ensuring that they are able to produce that kind of evidence. I think, Indra, perhaps you can speak a bit more to that, but I think, the important thing to underline here is the
EU company is the one that could be fined, and that there is a major need for EU support to ensure that smallholders are not unfairly excluded from the EU market. Merci beaucoup, Aaron. Effectivement, c'est très important de souligner que les obligations reposent sur la société qui, en fait, met le produit sur le marché européen. Donc, l'opérateur qui joue sur le marché, enfin, qui, lui, est un acteur sur le marché européen. Donc, ça peut être aussi une société étrangère, par exemple chinoise, mais qui met le produit sur le marché. Juste peut-être pour compléter ce qu'il risque en termes de pénalité, il risque, la pénalité prévue par la loi est plus importante que ce qui était prévu par le RBUE, donc le règlement sur le bois. Là, la pénalité était très faible et les sociétés ont dit, bon, on va payer notre amende là, mais on fait quand même notre exportation. Cette petite amende est beaucoup plus petite que les affaires, enfin le chiffre d'affaires peut faire avec le bois illégal. Et pour en fait remédier à ce problème, ils ont prévu que la pénalité peut être jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'est quand même une amende sérieuse qui en fait peut décourager le producteur, enfin l'opérateur de mettre un produit illégal ou affecté par la déforestation sur le marché européen. En ce qui concerne le coût pour les petits producteurs, il y a des organisations qui ont évalué le coût par exemple, de mettre en place des systèmes de traçabilité, etc., et arrivent à dire que c'est pas tellement coûteux que certaines sociétés mettent en avant, que donc c'est faisable, mais que quand même il y a un besoin de soutien. Et là, c'est toute la question, qui paye pour obtenir ces documents et collecter ces infos? Et ça, c'est la grosse crainte que le fardeau sera mis sur les épaules du petit producteur. Et c'est ça aussi le plaidoyer qu'on doit mener, de mieux comprendre de quel coût au Cameroun il s'agit, parce que ça dépendra d'un pays à l'autre et d'une filière à l'autre aussi. Donc d'évaluer qu'est-ce que ça veut dire réellement pour le petit producteur, qu'est-ce qui est injuste et quelle serait la responsabilité aussi de ces entreprises de atténuer le risque. Et notamment, ça veut dire aussi de soutenir les petits producteurs à être EUDR compliant. Donc voilà, donc c'est tout un travail à faire. Est-ce que ça pèsera finalement sur le consommateur de chocolat ou de café, etc.? À voir. Mais à nouveau, le chocolat, c'est un produit de luxe. Si on paye un tout petit peu plus, mais que quand même le petit producteur, il peut être EUDR compliant et il aura un prix équitable pour son travail, ben voilà, le monde sera un peu plus équitable aussi. Donc oui, ça joue, mais peut-être le chocolat qu'on mange ici en Europe est beaucoup trop bon marché. Donc la réglementation ne dit rien sur un prix équitable, mais ça peut être aussi un levier pour mettre le sujet très sensible et très pertinent, non seulement pour le café et le cacao, mais sur la table et de pousser les demandes sur le prix équitable. C'est ce que, par exemple, qui se fait à fond au Ghana et la Côte d'Ivoire. Un prix équitable est vraiment un grand plaidoyer mené par la société civile là-bas. Une autre question concernait de Monsieur Zolo, Arsène Zolo, qui en fait qui dit quelque chose. Cette date ne serait pas préjudiciable au petit producteur qui peut être. Ah oui, ça concerne le cut of date. En fait, dans quelle mesure c'est équitable ou est-ce que c'est correct ou justifiable que le cut-off date, c'est-à-dire de 2020, donc à partir de 2020,
la déforestation ne peut plus faire sujet, enfin, ne peut plus être, donc un produit sur une terre qui a fait sujet de déforestation après 2020, ce produit-là ne sera pas mis sur le marché européen. Et donc, le petit producteur qui aujourd'hui coupe la forêt et qui plante son arbre cacao pour faire sa récolte dans quelques années, est-ce que son cacao ne sera pas EUDR compliant? Bon, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est raisonnable pour ce petit producteur? Bon, c'est depuis quand même pas mal d'années qu'on discute de ça et qu'il y a un plan d'action, de déforestation qui a été publié par l'Union européenne. Donc, c'est en fait pas vraiment une grande surprise. Mais en fait, ce Code of Date a été aussi pris euh, parce que dans beaucoup de systèmes de certification, c'est déjà mis en avant. Et je pense aussi que c'est quelque part, ça a fait sujet de pas mal de compromis, mais on s'est référé à déjà beaucoup d'engagements de pays pour respecter cette cut-off date-là. Donc, en fait, on n'a pas inventé cette date de 2020 du néant, mais aussi parce que, en fait, si on commence à prendre une cut-off date pendant le processus législatif, on craignait aussi que les gens ils coupent à fond la forêt pour être sûrs que euh, bon, ils peuvent planter et que en fait ça aurait été un énorme risque de déforestation. Donc ça c'est en fait l'idée. Euh, voilà. Et puis pour le cas de la RDC, en particulier dans un pays. La culture de cacao sert de source de financement pour les groupes armés. Comment les RDUE pourraient aider dans cette situation? Ben, c'est une très très bonne question et ça, c'est vraiment une situation particulière qui pose problème. Donc, un cacao de conflit, comme on a des diamants de conflit ou les minéraux de conflit, c'est vraiment un grand problème, je pense aussi, en RDC. Peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il y a des grandes études qui ont été faites qui vraiment mettent en avant ce problème. J'ai déjà entendu parler de ça à plusieurs reprises donc de différentes sources. Donc, je pense que c'est un grand problème réel. Et apparemment, le cacao de la RDC entre dans la filière de cacao de l'Ouganda. Et l'Ouganda, c'est un des pays où l'Union européenne investit énormément pour mettre en place son système de traçabilité. Donc, euh, quand j'avais dit tout à l'heure qu'il y a des leviers aussi lié à la coopération internationale, lié à le règlement. Et je voudrais aussi dire, par exemple, il y a des programmes, un grand programme SAFE en Ouganda qui soutiennent les systèmes de traçabilité et donc pousser à ce que on comprend mieux quel est le commerce transfrontalier là et d'où viennent tout ce cacao qui est vendu par l'Ouganda, c'est vraiment une porte d'entrée énorme aussi pour les Congolais et surtout pour ceux qui font de l'investigation dans ce cacao de conflit. Mais pour le moment, il n'y a pas de règlement ou d'outils spécifiques pour les produits agricoles qui viennent des zones de conflit. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et je pense non plus dans le préambule de la réglementation, on parle de ça. Bien que pour le bois, le RBUE, donc le règlement bois, euh, ben celui-là, il a été développé dans une période où il y avait beaucoup de discussions sur le bois de conflit. Et donc, il y a des dispositifs, je pense, spécifiques pour le bois qui viennent des zones de conflit. Mais donc, c'est une excellente question
le plus d'informations que vous avez là-dessus, le mieux, parce qu'il faut certainement alerter aussi les autorités compétentes de ça, parce que c'est clair que c'est pas permissible et possible, euh, parce que ça concerne aussi des violations de droits de l'homme. Et maintenant que j'y pense, peut-être vu qu'il s'agit d'un cacao non déforestation, mais aussi légal, on peut explorer à ce que ce cacao provenant de la RDC de zone de conflit n'est pas simplement illégal. Une autre question de Joliès, renforcement des capacités sont prévus pour aider la compréhension de la réglementation des petits producteurs, ceci des initiatives. Voilà, le petit comprennent. Donc, l'accès à l'information par rapport à ce règlement par les petits producteurs, c'est vraiment un grand souci, notamment au Cameroun, je pense. Les petits producteurs sont mal informés, bien que la loi est déjà adoptée depuis 2023. Et ça, je pense, le CED le sait très bien, et d'autres organisations aussi. Le petit producteur n'est pas informé. Donc, une grosse campagne nationale sur qu'est-ce que ça veut dire et en quoi constituent ces aides ou le soutien du petit producteur a à peine commencé. Et je pense que il y a certaines initiatives. L'IFI a développé aussi des matériaux. Les Camerounais hein, qui participent à ce call sont mieux placés que moi d'en parler. Euh, mais j'ai aucune idée si c'est vraiment une vraie campagne nationale, s'il s'agit d'une large diffusion, etc. Je ne sais pas. Le programme SAFE certainement prévoit de sensibilisation avec peut-être, mais ce sont les détails dont je ne suis pas au courant, avec l'aide des organisations de la société civile, mais je ne sais pas très bien qui est impliqué, comment ça marche, quelles zones sont couvertes, on va éviter des duplications d'efforts, etc. Et on va être sûr qu'on va couvrir l'ensemble du territoire. Bon, je ne sais pas. Mais c'est des bonnes questions à poser aussi à ceux qui gèrent le programme SAFE et les acteurs clés. C'est justement le EFI, European Forest Institute, ensemble avec la GIZ. Tina, Célestin Tina, donc sur la traçabilité, le problème de coxeur, cela m'amène à interroger sur le sort des petits producteurs qui... Voilà, peut-être j'ai pas bien compris la question, mais vous mettez sur le tapis le problème des coxeurs, qui sont les intermédiaires. Voilà, j'ai pas bien. Peut-être Tina, vous pouvez expliquer ou partager votre question. Est-ce que vous pouvez parler? Hello, Tina Célestin. Peut-être l'équipe technique peut vous donner la parole. Oui, Alors, oui, maintenant. ah, allô? Oui, 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 oui. Est-ce que Tina Célestin, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Oui, Euh, Indra, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour savoir, à vous d'écouter ou bien écouter toutes les présentations qui ont été faites, comme grand message que je reçois, c'est que la traçabilité est un élément très important pour euh, l'applicabilité de la RDU au Cameroun. Donc, je remets dans la discussion le phénomène des contrats qui sont faits d'intermédiaires là, entre les producteurs et les entreprises, soit importateurs ou bailleurs de produits. Alors, ces éléments-là sont un maillon qu'on n'arrive pas à suivre. Et lorsqu'ils sont dans la chaîne de cacao, la chaîne d'approvisionnement, c'est difficile de faire une certaine traçabilité des différentes productions. Alors, s'ils savaient désormais que rien n'est fait à ce niveau-là, et que des sanctions en viennent,
le producteur sera certainement le plus touché, le petit producteur sera le plus touché. Moi, c'est ce qui m'interroge un peu. Quel est le sort que la réglementation va essayer de réserver à ces intermédiaires qui font obstruction à la traçabilité, notamment des porteurs? Merci. So the question is, so in Cameroon, the problem is there are a lot of intermediary actors. They call them coxeurs, and they take the cocoa from the smallholders, and then there is a whole trade ongoing. But so the middleman, how is the EUDR treating the middleman, or what should the middleman do? And so it's very difficult to involve them in the traceability system. So, Aaron, can you address that question? Like, what can the EUDR do? Yes, it's a very tricky question, and this is there are many supply chains of EUDR commodities that are highly complex. I think the approach that we would want to see is the EU supporting the development of systems that enable that the required information to be gathered and shared without the costs being borne by the smallholder producers. So there are examples in many countries of those now being developed, which essentially would ensure that that information is captured. I think there's no quick fix right now, but I think one thing to consider, well, two things to consider. We need to ensure, as civil society, particularly those in Europe, that we don't see a trend of can go to a big producer that has relevant information that they can share and therefore doesn't supply chains, that would be potentially could see negative impacts on smallholders. So we want to ensure that that's not the approach. It's not just the kind of easiest option taken. We need to see these systems developed and supported, particularly from the EU. But another thing is when we're looking at checks and particularly civil society looking producing substantiated concerns and complaints around non-compliance. Realistically, there's going to be a period where we focus on the worst cases of big companies that are driving lots of deforestation and illegality and push for the competent authorities to focus on those. I think it's unlikely that we opposed to actual non-compliance or deforestation. So yeah, sorry, there's no easy answer to that right now. I think essentially what we need to do is push for the EU to support the development of traceability systems that are equitable and enable small producers and participants in complex supply chains that are producing EUDR compliant commodities to retain access to the EU market. But yeah, that is a challenge for the coming years for sure. Don't know if you want to add anything, Indra. Not me, but maybe somebody else of the audience, Yes, because the question of coxeur is a big one. But I'm sure that people may also have good ideas how to address this and what the asks should look like, maybe. Donc, peut-être j'invite aussi des personnes de l'audience de répondre à cette question de Tina, qui est une bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un des participants ou des organisateurs comme le CED a envie de compléter le point sur les coxeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Indra, il y a docteur Samuel qui a levé la main, je pense, qui Oui, souhaitait. moi, je vois pas les mains qui sont levées. Donc, oui, vas-y, Non, je Samuel. n'ai pas levé la main. C'est Ah, Giovanni seul qui a vu ça. Mais peut-être que c'est le problème de la libéralisation du marché avec des acteurs qui sont plus puissants que d'autres. Donc, on a libéralisé un marché dans un contexte où le petit producteur a peu d'informations, peu de moyens de résister à des coxeurs qui sont plus puissants que lui. Et donc là, c'est vraiment la question de la protection, comment l'État peut protéger. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. L'une, c'est fixer des règles. S'il y a un prix, il faut fixer des règles pour éviter de, d'aller trop en deçà de ce prix, parce que le coxeur a des charges. Il va dans les villages de production, il achète le cacao et le ramène. Donc, il a des charges. Il a des charges de transport, d'entretien de ses équipements, de salaire. Mais l'autre chose aussi qui peut se faire, c'est avec les coopératives. Parce que le coxeur arrive à fonctionner parce que c'est une fonction qui n'est pas assurée par quelqu'un d'autre. Et ces deux fonctions, en fait, la première, c'est apporter de l'argent au petit producteur quand il en a besoin, quand on est hors saison et que le petit producteur n'a pas de revenus. Donc, il faut que quelqu'un puisse faire ça, puisse apporter les prêts aux petits producteurs. Et la deuxième chose, c'est être capable de venir chercher son cacao là où il se trouve et ne pas laisser chacun s'organiser, chaque petit producteur s'organiser pour sortir son cacao. Et les deux fonctions sont des fonctions qui peuvent être assumées par les coopératives. Le problème en ce moment, c'est que les coopératives ne sont pas très fortes comme acteurs et c'est également une chose qu'il faut regarder. Comment arriver à les renforcer. C'est un peu ce que je peux dire. un grand merci pour ce complément. Je vois le temps avancer. Il y a encore 3 minutes avant 1 heure. Je propose qu'on prend encore une question. Moi, personnellement, je Euh, dois partir, mais peut-être... euh, Indra, Ah, s'il te plaît, oui, je voulais faire. oui, désolé. Oui, vas-y. Ok. Ajouter à ce que le docteur vient de dire, il convient de dire que les coxeurs ont pignon sur rue dans le secteur parce qu'ils ont cette disponibilité des financements et peuvent facilement entrer dans les endroits les plus reculés pour avoir, euh, pour avoir les récoltes des différents producteurs. Alors, moi, l'idée serait que si l'on fait tout ça et que les coxeurs restent dans la chaîne, on aura toujours un problème de traçabilité. Parce que discipliner ce secteur sera super difficile. Alors, je suis en train de travailler actuellement sur un livre et la proposition que je fais dans le document que je produis, c'est de responsabiliser les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, dans ce secteur-là. Parce que eux, ils ont les moyens que les coureurs ont aussi, et ils ont les moyens matériels d'aller dans les recoins des différents villages de leurs arrondissements. Donc, ils peuvent prendre sur eux ces CTD-là, de devenir comme les intermédiaires entre les entreprises et et les producteurs. Ça fait que au niveau des CTD, on peut facilement faire le suivi et la traçabilité des différents produits qui sont mis à la disposition des différentes entreprises, que ce soit de transformation locale ou d'exportation. Donc, c'est la petite proposition que j'aimerais faire en prélude du document que je vais faire paraître d'ici peu. Alors, merci Célestin. Donc, on serait ravis que tu nous partages le document dont tu parles. En fait, le temps avance. Moi, personnellement, je devrais partir vraiment à 1 heure, mais on va pas se quitter. Samuel reprendra la facilitation et si ça vous va, étant donné qu'on a commencé un peu trop tard,
On va étendre le temps de ce webinaire d'encore d'un peu et je passe la parole à Samuel euh, qui pourra alors parcourir les différentes questions très intéressantes qu'on a reçues de votre part et mener plus le dialogue. Je vous remercie vivement et j'espère effectivement qu'on se reverra lors d'un autre webinaire parce que c'est certainement pas encore terminé. Au revoir, bon après-midi et merci à CED et Earthside. Ciao. Et à vous. Ciao. Merci, Indra. Et bon après-midi à toi. Merci. OK, donc je vais continuer à parcourir la liste. Donc je regarde, je vois la question de M. Zolo. Je ne sais pas si on avait déjà apporté une réponse. Le règlement entre en vigueur en décembre 2025. Cette date ne serait-elle pas préjudiciable aux petits producteurs qui peut-être sera au courant de cette mesure seulement au moment de son application devant son produit? Quelles mesures pour voir? On a parlé de ça déjà. Le cas de la RDC, on a parlé de ça. On a parlé de soutien des bailleurs de fonds. On a parlé de coxage. I was wondering what criteria are conservative groups presenting to solicit the inclusion of a no-risk category. Also, what objective criteria? Yeah, you did it, Aaron. You did it Yeah. already. Okay. I can just briefly respond to that. I think Yes, please. so. Okay. It just regarding what criteria the groups are presenting, that they've not presented a very clear criteria. It's at the moment unclear what countries would fall into what category under this system that they're proposing, and which leads to a lot of questions around fairness, objectivity, and indeed accordance with WTO rules. What they're doing basically is saying that there are issues with the benchmarking process, and therefore it needs to be redone. But we believe really that's an attempt to create opportunity to delay and weaken the regulation. So it's not necessarily the most ingenuous of arguments being made. The criteria for categorization are based around deforestation in recent years, production of relevant commodities, and expansion of agricultural land into previously forested areas. But yeah, basically, at the moment, the criteria are unclear, and the proposal would create a whole host of new problems in implementing the regulation fairly. Bonjour, Sam. Thank Je you, t'avais Aaron. demandé d'envoyer Thank you. des actualités. Tu fais même pas comme ça depuis là. Est-ce que je vois que Fabrice voulait dire Tu as fait quelque des chose? trucs de l'année dernière. Tu veux même pas finalement, non? Envoie-moi des activités là. Allô? Il y a un micro ouvert. Est-ce que la personne peut fermer son micro? Et Fabrice voulait parler de la question des coxeurs. Fabrice, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Samuel. Bonjour. Bonjour à tous les Bonjour. participants au webinaire. Oui, je crois que c'est simplement pour expliquer un peu ce que j'ai mis dans le chat. Je crois que l'une des exigences légales retenues comme pertinente pour la production du cacao au Cameroun, c'est que l'opérateur doit démontrer que le cacao qu'il place dans l'Union européenne a été acheté dans des marchés certifiés, en tout cas des marchés reconnus et officiels. Et je crois qu'il y a des dispositions pour que les marchés soient fixés, les jours de marché soient indiqués par l'autorité administrative dans chaque localité. Donc, je crois que cette mesure est de nature à limiter l'intervention des coxeurs dans la chaîne d'approvisionnement du cacao.
en ceci que si l'opérateur continue, en tout cas ses fournisseurs continuent de lui rapporter du cacao qui n'est pas acheté dans des marchés organisés et reconnus par l'autorité administrative, eh bien, son cacao sera considéré comme n'ayant pas respecté la réglementation nationale. Je crois que c'est l'une des pistes sans être exclusive pour lutter contre le phénomène de coxage dans la filière du cacao. Voilà ce que je voulais ajouter. Et Ok, peut-être, merci beaucoup. voilà. Oui, Oui, je disais que si j'avais une seconde en plus, j'aurais ajouté que, en fait, le cacao légal, Indra l'a un peu expliqué, peut-être je voulais ajouter autre chose, est apprécié, il est vrai, en lien avec la législation nationale pertinente. Maintenant, la grosse question s'est posée au niveau de qu'est-ce que la législation pertinente, et je crois que le RDUE donne deux critères. D'abord, il doit s'agir, l'exigence légale en question doit se rapporter à l'espace, au statut juridique de l'espace où le cacao a été produit. C'est un critère. Et ensuite, si c'est une exigence, ça doit être aussi une exigence qui vise l'objectif primordial du RDUE, à savoir réduire ou éliminer la déforestation. Donc, ce sont des éléments qui permettent de comprendre davantage ce que c'est que le cacao légal dans le contexte du RDU. Voilà, merci Samuel. ok, merci beaucoup Fabrice. Je voudrais inviter le prof Yvette à prendre la parole. Allô? J'ouvre mon Allô? micro. Oui, merci beaucoup. Ah, Merci d'accord. beaucoup. Oui, j'allais aussi intervenir. Bonjour à tous et à toutes. J'allais aussi intervenir sur cette question du coxeur là. Bon, c'est vrai que beaucoup d'interventions sont déjà faites, mais moi, je voulais réfléchir en termes de responsabilité pour demander qui a la responsabilité finale de prouver la traçabilité. Parce que si celui qui a la responsabilité finale de prouver la traçabilité, s'il achète à des personnes dont il n'est pas sûr de l'origine des produits qu'il lui vendent, par exemple les coxeurs, ça veut dire qu'à un moment donné, il, va, il agit à ses risques et périls. Donc, peut-être parce que c'est vrai que le petit producteur, à un moment donné, il ne pourra pas éviter les filières informelles. Et ce n'est pas à lui, on doit considérer à un moment donné dans la chaîne que même si la loi, tout le monde est supposé connaître la loi, il y a des personnes qui, parce qu'elles sont à l'origine de la chaîne et ne sont pas au bout du processus, peuvent ne pas connaître. Or, dès lors que, par exemple, le coxeur se présente et qu'il lui vend son cacao de bonne foi, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, ce soit à lui qu'on impute de dire, de prouver de la traçabilité du produit qu'il vend. Si c'est d'autres personnes, dans ce cas donc, ça veut dire que s'il achète au coxeur, il le fait à ses risques et périls dès lors qu'il ne peut pas demander au coxeur de prouver l'origine. À moins que maintenant, comme quelqu'un le disait, que l'on, parce que les coxeurs, je pense qu'ils peuvent aussi être formés, hein, ils ont beau être informels, mais à un moment donné aussi, on peut essayer de s'attaquer, entre guillemets, à cette filière-là pour leur faire comprendre un peu les risques qu'ils couraient à être dans la chaîne des intermédiaires qui ne sont pas fiables. Et peut-être en le faisant aussi, ça peut contribuer à donner plus de visibilité à cela. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Donc, je retiens surtout l'idée de la légalité. Comme on le disait, s'il faut respecter la légalité, le coxeur sera amené à sortir de l'illégalité, mais aussi la deuxième idée que je retiens, c'est la possibilité de former les coxeurs et de leur permettre d'entrer formellement dans le système, dans le circuit légal. Merci beaucoup, professeur. J'ai une question de Herman Kwame. C'est une série de questions.
concernant la compréhension du règlement. Quels produits exacts sont concernés par le règlement des forestations? Quelles sont les obligations précises des producteurs? Bon, je vais le dire. Aaron a eu là. Yeah. Yeah. Yes. So I'll just the try and briefly questions are answer about these questions. list of products. Yes, Yeah. So it covers please. timber, all timber products, including pulp and paper, beef and leather, cocoa, palm oil, soy, and coffee, and as covered in my presentation, sorry, and rubber. So the most relevant for Cameroon are cocoa and timber, with small amounts of palm oil and rubber also. There is a definition of deforestation in the EUDR. I won't go into that in detail right now, but the text is available in online in English and in French. And if helpful, I can point you to that definition after this call. And yet the cutoff date for deforestation in the law is the 30th of December 2020. So if a forest was cleared in 2021, planted with palm oil, and that palm oil were harvested in 2027, then that palm oil would be non-compliant with the EUDR. Yeah, very happy to answer further questions after this call. Good, thank you. You also have, yeah, that's perfect. Thank you so much. Donc là, on a couvert cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui n'a pas été évoquée? Une question qui était dans le chat et qu'on n'a pas évoquée? Oui, Samuel, je pense qu'il y a la question de Achille Wanke qui était dans le chat et je crois qu'il s'intéressait à la possibilité pour les producteurs ou alors les exportateurs de se tourner vers d'autres marchés. Est-ce qu'on a envisagé ça? Oui, je vois. Et quelles mesures prendre contre cela? Oui. Aaron, do you want to go? Yeah. So yeah, certainly this is a possibility. I think with this being an EU law, then the EU only has control to regulate imports into the EU. It doesn't have the right or the ability to determine laws and trade regulations to other markets. Certainly, we're aware that there's a risk that companies and exporters just will sell instead to other markets that don't have these regulations. But I think there's two things to consider. Firstly, the EU is a major market for these products. That's one of the reasons that they were selected to be covered by the regulation. For example, cocoa is the EU is the most important market for lots of cocoa producers, and it's also a very important timber market for Cameroon. So it's not like that demand is just going to be easily found elsewhere. It wouldn't be that easy for producers to simply just sell to different markets. There is going to be a need to ensure compliance. But then also one of the levers that the EUDR can potentially have is to kind of trigger the development of systems that improve traceability and reduce deforestation and illegality in all of the production of these products. And if that can be triggered in order to maintain access to the EU market, the positives and the positive benefits are much broader. Say there is a new traceability system that means that all of the cocoa that's being produced is fully traceable and is not coming from newly cleared land. And then, but that might be a national system that applies across the board, not just for EU exports. That's a trend that we're already seeing in some countries, and that's really positive. And finally, there's a hope that the EUDR will trigger equivalent or
somewhat similar regulations in other markets. There are conversations and debates in the UK right now around a new Environment Act that would place restrictions on deforestation risk goods to ensure that they're produced legally. There's even very kind of early stage conversations and debates right now in Korea. And so, yeah, while the EU can't control what happens and shouldn't try to control what happens with trade to other markets, there is this possibility and potential for a kind of positive feedback loop and broader positive impacts than that we hope to see. Okay, thank you so much. Une autre question qui a été oubliée. Il est 12h15 en ce moment. Ok. Je retiens deux choses. La première, c'est qu'on a eu une très belle discussion. Je veux remercier encore Aaron et Indra pour cela, pour les présentations qui ont suscité cette discussion, mais aussi remercier chacun de nous pour la participation très active. La deuxième chose que je retiens, c'est que le sujet n'est pas épuisé et donc on a encore beaucoup de questions sur lesquelles on pourrait revenir. Et comme je le disais au début, on a bien compris qu'il faudra organiser d'autres sessions autour de la mise du contenu et de la mise en œuvre du règlement déforestation. Et donc, on s'arrangera pour vous tenir au courant en temps opportun, mais le plus vite possible. Et une troisième chose que je retiens, c'est qu'on a une réglementation européenne, mais qui va avoir des impacts sur les pays producteurs, comme les pays africains, mais pas seulement. Et on peut regarder cette réglementation de deux manières différentes. La première serait de dire c'est une contrainte insupportable et il faudrait qu'on essaye de chercher de nouveaux marchés. Certains, je l'ai également entendu, ils disent même l'Europe ne veut plus laisser entrer nos produits sur son territoire. Mais l'autre manière de regarder, c'est de se dire c'est une opportunité parce que justement, il y a beaucoup de produits qui ne pourront plus rentrer sur le marché européen à cause de la réglementation, du non-respect de la réglementation. Et si on arrivait à mettre nos produits à niveau, ce serait une preuve de grande efficacité pour nos processus de production et une preuve de notre capacité à réduire l'empreinte écologique de cette production-là. Donc, ce serait bénéfique pour nos pays, pour nos producteurs, pour la gestion de l'espace, la gestion de nos ressources, autant que ce serait bénéfique à l'Europe, peut-être même plus. Et donc, c'est une interpellation pour qu'on continue à travailler sur la question et qu'on s'assure que la mise en œuvre soit la plus efficace possible. Donc, ayant dit cela, je voudrais remercier nos amis interprètes qui nous ont permis de nous comprendre, de nous entendre, de nous comprendre. Et je voudrais remercier l'équipe technique qui a préparé le séminaire, tous les collègues du secrétariat, mais aussi ceux qui sont occupés de la technique et qui, eux, nous ont permis de bien nous entendre et de nous voir parfois. Merci à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci Samuel, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À C'était bientôt. très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bye bye. Bye.